Bon, il y a eu une coupure d'Internet. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je vais revenir. Donc, je vais revenir au dernier point du sommaire. Donc, je reprends rapidement. La loi de la vitesse différentielle تبين comment la vitesse de la réaction elle varie en fonction de la concentration des réactifs. Mais il est important aussi de connaître comment les concentrations varient en fonction du temps. Cette information elle est donnée à partir de la loi de vitesse différentielle par intégration, c'est-à-dire qu'il faut faire l'intégrale. Nous allons nous limiter seulement aux réactions d'ordre simple, c'est-à-dire qu'on va travailler qu'avec les réactions d'ordre 1 et 2. Si je prends la réaction d'ordre 1, on peut écrire l'équation de la réaction. Donc, par exemple, un seul réactif A, il me donne deux réactifs, donc B ou C. Plutôt deux produits. Donc, un seul réactif A et deux produits B ou C. Dans ce cas-là, pour exprimer la vitesse, donc soit on exprime la vitesse en fonction de variation de concentration de réactifs ou bien de produits. Donc, on a écrit V est égal à D de B sur dt. Donc, ici, c'est en plus. Pourquoi? Parce que B, c'est un produit. Quand on a A, avec le moins. Donc, ici, il n'y a pas le moins, puisque B, et maintenant, c'est un produit et non pas un réactif. Et le coefficient stoichiométrique, donc j'ai pris donc les coefficients stoichiométriques collés, donc sont égaux à 1. Donc, V est égal à D de B sur dt est égal à K fois A puissance 1. Puisque j'ai dit que la réaction est d'ordre 1, donc ici j'ai mis A puissance 1. K étant la constante de la réaction. Et l'ordre de cette, donc l'équation, donc la constante K, elle a les dimensions suivantes. K, donc entre crochets T puissance moins 1, c'est-à-dire les unités de la constante de vitesse, elle va s'exprimer en fonction de temps puissance moins 1. Donc, ça peut être seconde moins 1, minute moins 1, heure moins 1, jour moins 1 ou la année moins 1. Et c'est la caractéristique principale d'une réaction d'ordre 1. Donc, par exemple, fait un exercice, نرجع la question est posée à votre collègue. Donc, il y a une étudiante qui m'a posé, qui fait un arbre, l'ordre de la réaction globale. Dans l'exercice, il a mis comme la constante K, vous allez voir des unités. Si vous trouvez la constante K, la réaction qui est donnée, elle est exprimée en fonction de temps puissance moins 1. Donc là, directement, c'est la réaction d'ordre 1. C'est une caractéristique d'ordre 1. On va désigner maintenant, donc on va faire l'intégrale. On va désigner A, c'est la concentration initiale du réactif A, et celles de B et C sont nulles. Donc les concentrations initiales des produits B et C donc, sont égales à 0 à T égale à 0. Et X, donc X, donc c'est la concentration de B et C, donc il y a un certain moment T. Donc on va remplacer donc la quantité restante de A, donc ce sera égal à A moins X, et la concentration de B formée, donc ce sera égal à X. Donc V, ce sera égal à D de X sur dt, fois, donc égal à K, A moins X. Donc on a remplacé donc à un moment T la concentration formée de B par X et la concentration restante de A par A moins X. Et à la fin, donc c'est un développement mathématique, vous allez trouver à la fin que A, donc à la fin vous allez trouver cette formule, A moins X est égal à A exponentielle moins KT. Donc A moins X, c'est la quantité restante, est égal à A exponentielle moins KT. Normalement, ça va vous rappeler quelques... تفكركم في حاجة. La formule هذه elle est semblable à quel type de réaction?
Donc, je vous pose la question. Donc, la quantité restante est égale à la quantité initiale exponentielle moins kT. Si vous vous rappelez, en terminale, vous avez étudié donc les réactions nucléaires, donc les éléments radioactifs. Vous écoutez N0, plutôt NT, la quantité restante, est égale à N0, la quantité initiale, exponentielle moins lambda T. Donc, est-ce que c'est clair? Ça veut dire que les réactions de radioactivité, ce sont des réactions d'ordre 1. Donc, dans une réaction d'ordre 1, après développement mathématique, donc la quantité restante est égale à la quantité initiale exponentielle moins kT. Donc, c'est la même formule que la radioactivité, donc la quantité restante, par exemple ici NT, dans les nombres de noyaux radioactifs non désintégrés au moment T, donc ce sera égal à la quantité initiale N0 exponentielle moins lambda T, donc ici lambda c'est la constante de vitesse. On caractérise parfois de telles réactions par le temps auprès lequel la moitié du produit initial a réagi. C'est-à-dire c'est le temps de demi-réaction, ou bien on appelle aussi donc la période caractérisée par T1,5. Donc pour ce type de réaction, donc, on le caractérise par le temps de demi-réaction, ou bien la période, donc période lorsqu'il s'agit de radioéléments. Après développement, donc si je prends T1,5, ça veut dire que la quantité restante sera égale à la moitié de la quantité initiale. Donc, on va mettre A moins X, donc ce sera égal à A0 sur 2. Et à la fin, vous allez trouver que T1,5, ça sera égal à ln de 2 sur K est égal à 0,69 sur K. On constate que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la constante de vitesse. Il est indépendant aussi de la concentration initiale. Et cette propriété elle est importante et caractéristique d'une réaction d'ordre 1. Donc, ça veut dire que pour connaître, pour déterminer, donc, pour savoir que la réaction est d'ordre 1, vous avez deux points. Comme la constante K. Si la constante K, elle est donnée en fonction de T puissance moins 1, elle est exprimée en fonction de T puissance moins 1, et la valeur qui est donnée, elle est indépendante de la quantité initiale. Donc, à ce moment-là, vous allez dire directement, puisque K est exprimé en temps puissance moins 1, puisque K il est indépendant de la concentration initiale du réactif, donc c'est une réaction d'ordre 1. Donc, voilà comment on peut déterminer l'ordre 1, même donc d'après les données, même si on ne précise pas dans l'exercice. Maintenant, on va passer à la réaction d'ordre 2. Ça veut dire que lorsque alpha plus bêta est égal à 2. On peut écrire l'équation de la réaction, donc A plus B, on obtient C plus D. On va appeler donc petit a, petit b, donc A minuscule et B minuscule. Ce sont les concentrations initiales des réactifs A et B, consécutivement. Et X, c'est la concentration de C et de D à l'instant T. Donc la loi de la cinétique, donc V, donc ça sera égal à D de X sur dt est égal à K A moins X fois B moins X. À ce moment-là, si vous prenez K qui représente la constante de vitesse, qui marche en la réaction d'ordre 1, qu'est-ce qu'on a dit? Les propriétés de la réaction d'ordre 1. On a dit que la réaction d'ordre 1, l'unité de K, c'est temps puissance moins 1. Et la constante K, elle est indépendante de la quantité initiale du réactif. Si vous prenez maintenant la réaction d'ordre 2 et on va la comparer avec la réaction d'ordre 1, donc K s'exprime en fonction de molaire moins 1 temps puissance moins 1. Donc M majuscule c'est molaire. Et molaire ça veut dire quoi? C'est mol par litre. Mol divisé par litre.
Ça veut dire que si dans un exercice, vous allez avoir une constante K exprimée en fonction de mol moins 1 litre plus 1 temps puissance moins 1, dans ce cas-là, la réaction elle est d'ordre 2 et non pas d'ordre 1. Est-ce que c'est clair? Donc déjà, d'après les unités de la valeur K, vous pouvez déduire l'ordre de la vitesse. Donc dans l'exercice, donc vous pouvez déduire directement. Donc jusque-là, on n'a pas vu la méthode. On n'a pas vu la méthode expérimentale. Et maintenant, on va passer par le développement mathématique. L'intégration. Donc l'intégration de cette équation différentielle va fournir l'expression suivante. Donc kt, donc en faisant l'intégrale, kt, donc serait égal à 1 sur b moins a, logarithme. Donc lorsque j'écris logarithme avec L majuscule, ça veut dire que c'est le logarithme nipérien. Logarithme نيبيري ومش اللوغاريتم العشري. Logarithme décimal, c'est avec L minuscule. Donc, il y a votre collègue qui m'a écrit, j'ai pas compris. Donc, ça concerne quelle partie? Donc, celle qui a écrit, j'ai pas compris, elle me précise la partie, s'il vous plaît, avant de continuer. Donc, la dernière. Donc, je reprends. Donc, ici, donc, deuxième, la réaction d'ordre 2. Donc, je vais refaire la réaction d'ordre 2. Donc, A plus B sont les réactifs. On obtient C plus D, donc les produits. Donc, on a les quantités initiales de A et B. On va les symboliser par petit a, petit b. Et les quantités initiales de C et D sont nulles, donc 0. Et X, ça va représenter en même temps la quantité disparue de A et B et la quantité formée de C et D à l'instant T. Donc, X, c'est الكمية المختفية من المتفاعلات ولا اللي راح qui va être formé من les produits. Donc, on va exprimer la formule, donc la cinétique, donc V est égal à D de X sur dt. Pourquoi on a écrit D de X? Quand on regarde les formules, V donc, sera égal à D de C sur dt. Et C, donc, ça va être remplacé. Donc, la concentration de C, on va remplacer par X. Est égal à K, A, donc concentration de A fois la concentration de B, كل واحدة منهم élevée à la puissance 1. À l'instant T, la concentration de A راح تساوي A moins X. Et la concentration de B, toujours B moins X. Donc A صغيرة ou B صغيرة, c'est les quantités initiales. Et X, c'est les quantités disparues. C'est-à-dire que A moins X, c'est la concentration restante au moment T. Donc, quand est-ce qu'on va déterminer que la réaction est d'ordre 2? En s'intéressant seulement à la constante K. Donc, à ce moment-là, K, il va être exprimé en fonction de molaire moins 1 temps puissance moins 1. Et molaire, c'est quoi? Qui me connaît les concentrations, c'est mol par litre. Et vous pouvez remplacer le mol par litre par grand M, molaire. Donc, M majuscule, c'est molaire, donc mol par litre. Donc, les unités de K qui vont être données, qui sont exprimées en fonction de mol moins 1, litre plus 1 et temps puissance moins 1. Donc, donc mol moins 1 fois litre plus 1 fois temps puissance moins 1. Donc, à ce moment-là, ces unités-là nous indiquent que la réaction donnée est une réaction d'ordre 2 et non pas d'ordre 1. Parce que la réaction d'ordre 1, c'est temps puissance moins 1 seulement. Est-ce que c'est clair? Donc, il compte K exprimé en fonction de temps puissance moins 1 seulement. Donc, la réaction est d'ordre 1. Et en même temps, la constante K, elle est indépendante de la quantité initiale du réactif. Tandis que si K est exprimé en fonction de molaire moins 1 temps puissance moins 1, donc à ce moment-là, on peut déduire 2 points. Que, premièrement, donc, la constante K, c'est une constante qui dépend, donc elle dépend de la quantité initiale, puisque derrière la concentration. Et en même temps, donc c'est une constante
Donc, c'est une réaction d'ordre 2 et non pas d'ordre 1. Donc, j'espère que j'étais clair pour votre question. Donc, après développement mathématique, on va trouver que K fois T est égal à 1 sur BA, logarithme népérien de A fois B moins X sur B A moins X. Et à ce moment-là, donc, tout dépend de la quantité A et B. Donc, si A est égal à B, donc l'équation va prendre la forme. Donc, V est égal à KA moins X au carré. Et on obtient KT, donc 1 sur A moins X moins 1 sur A. Et dans le cas si A est différent de B, vous allez avoir deux cas. Donc, si on suppose que B est supérieur à A, donc vous allez avoir le Tn demi. Et on a exprimé le Tn demi en fonction de si A est égal à B. En supposant que A, la concentration initiale A est égale à la concentration initiale de réactif B, vous allez avoir Tn demi est égal à A, 1 sur A, donc la concentration initiale, fois K. Donc K, donc ce serait égal à 1 sur A fois Tn demi. Donc si on développe les unités, donc ce sera molaire moins 1, temps moins 1. Et en même temps, donc la constante K, elle dépend de la quantité initiale. Puisque A, petit a, ça représente la concentration initiale. Donc, si vous faites une comparaison entre une réaction d'ordre 1 et une réaction d'ordre 2, la réaction d'ordre 1, la constante de vitesse K, TH, est exprimée en temps puissance moins 1, et la constante K, elle est indépendante de la quantité initiale. Dans le cas, si vous avez une réaction d'ordre 2, et si je prends A est égal à B, donc les concentrations initiales par les deux réactifs sont identiques, donc la constante K, elle va être exprimée en molaire moins 1, temps puissance moins 1, donc ce n'est pas les mêmes unités, et en même temps, la constante K, elle dépend de la quantité initiale. Donc, tout dépend de la quantité initiale du réactif. On va voir maintenant comment on détermine l'ordre de la réaction. Donc, troisièmement, donc 1.3, détermination de l'ordre d'une réaction. Nous indiquerons deux méthodes utilisées parmi les plus courantes. Donc, on va utiliser donc, deux méthodes. La première méthode, donc j'ai expliqué donc, précédemment donc, la première méthode, donc c'est la méthode des temps de demi-réaction. Par exemple, pour une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction Tn demi est indépendant de la concentration initiale. Et cette propriété, elle est vérifiée expérimentalement. Et c'est une caractéristique d'une réaction d'ordre 1. Et pour une réaction d'ordre 2, on vérifiera expérimentalement que le Tn demi est inversement proportionnel à la concentration initiale. Donc, c'est-à-dire ça va revenir à la constante K. Donc, généralement, pour l'exercice, on vous donne la constante K, vous n'êtes pas obligé de passer au labo et de passer par une méthode expérimentale. Seulement, avec les unités de la constante K, vous pouvez déduire directement l'ordre de la réaction. Si la constante K donnée, elle est exprimée en fonction de temps puissance moins 1 seulement, donc c'est une réaction d'ordre 1. Et si elle est exprimée en fonction de molaire moins 1, temps moins 1, c'est-à-dire mol moins 1, litre plus 1, temps moins 1, donc mol moins 1 fois litre plus 1 fois temps puissance moins 1, donc ça vous donne la réaction d'ordre 2. On va voir maintenant la méthode différentielle de Ventoff, c'est-à-dire la méthode expérimentale. Comment on va déterminer, comment on va déduire l'ordre d'une réaction de manière expérimentale. Soit une réaction dont la vitesse est donnée par une expression de la forme suivante. Donc, je prends toujours la même réaction, A plus B nous donne C plus D. Donc, V est égal à moins D de A sur dt. Donc, A, c'est un réactif, est égal à K fois la concentration de A puissance alpha fois la concentration de B puissance bêta. Donc, d'après l'écriture de cette expression de vitesse, donc A et B, ce sont des réactifs, alpha et bêta sont l'ordre partiel, donc alpha par rapport au réactif A et bêta par rapport au réactif B.
Maintenant, comment on va déterminer alpha et comment on va déterminer aussi bêta de manière expérimentale. Par exemple, si on veut déterminer l'ordre partiel par rapport à A, ça veut dire qu'il faut calculer le alpha. On opère en présence d'un gros excès de réactif B. Donc, on va prendre une grande quantité de réactif B, un gros excès, de sorte que la concentration de celui reste constante durant la réaction et que l'on puisse écrire. Donc, si vous prenez maintenant le réactif B, donc, donc ici, on va calculer, on va déduire de manière expérimentale l'ordre de la réaction alpha. Nous avons un gros excès de réactif B. Donc, nous avons une grande quantité de B, de telle manière qu'à la fin, il a pour les concentrations, vous allez voir que la concentration de B n'a pas varié, donc elle est constante. Donc, B, c'est une grande quantité, donc c'est une variation donc, minime. Donc, B ne va pas changer. Donc, le produit K, donc ça veut dire que B à la puissance bêta, ça va être une constante. Donc, qui nous trouve la constante K fois le B, donc on dira une nouvelle constante qui est K'. Donc, là, K', ça veut dire quoi? K', ça veut dire que c'est la constante de la vitesse fois la vitesse, donc fois la concentration B à la puissance bêta. Donc, ici, on a pris que la concentration bêta à la concentration de B à la puissance bêta constante. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec un gros excès, une grande quantité de réactif B. Donc, par exemple, si la réaction nécessite 1 gramme, faites-en 1 kg. À la fin, il vous restera 999,995 grammes. Quelle est la différence entre 999 et 1 kg? Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Donc, ça veut dire que la concentration de bêta à la puissance, de concentration plutôt de B à la puissance bêta, elle est constante. Donc, le JDA K fois B puissance bêta, donc ça va nous donner une nouvelle constante K'. Donc, la vitesse, c'est moins D de la concentration de A sur dt est égal à K' fois A puissance alpha. Donc, une seule équation, un seul inconnu. Donc, vous allez introduire le logarithme décimal, donc log de V. Donc, ce sera égal à log K' plus alpha logarithme décimal de la concentration de A. Et vous allez tracer la droite. Donc, تعملوا لنا la droite V en fonction de A. Et alpha راح تلقاوه هو la tangente, الميل. Donc, alpha نخرجوها من الميل. Donc, vous allez avoir une droite et alpha ça représente le mail. Donc, la tangente. Donc, la solution graphique de cette équation, c'est l'on porte en ordonnée donc, dans l'axe des Y le logarithme décimal de V et en abscisse donc dans l'axe des X le logarithme décimal de A. Donc, on aura une droite de coefficient angulaire, c'est-à-dire la tangente. Donc, ce sera alpha et l'ordonnée à l'origine, donc ce sera le logarithme K alpha. La concentration A et la vitesse sont déterminées de manière expérimentale en suivant la variation de A en fonction du temps. Et la même chose, donc, maintenant le coefficient bêta, donc l'ordre partiel bêta. Maintenant, vous allez refaire la même chose, mais on va travailler en gros excès de alpha. Donc, une grande quantité de A, un gros excès de réactif A. Donc, maintenant, K fois A puissance alpha, ça sera donc une constante K2'. Donc, une autre constante K2'. Et la même chose, vous allez faire introduire le logarithme, le bêta. Et à la fin, vous allez faire alpha plus bêta pour obtenir donc l'ordre global de la réaction. Donc, c'est une méthode expérimentale. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant de continuer? Est-ce que c'est clair? Donc, on va passer à la deuxième partie maintenant qui est les réactions successives. Ça veut dire quoi une réaction successive?
Elles correspondent au cas où les produits initiaux réagissent pour former des produits intermédiaires. Et ces produits-là se transforment ensuite en produits différents de ceux qui leur ont donné naissance. L'exemple le plus simple des réactions successives est constitué par la filiation, donc les filiations radioactives en donnant un autre élément B qui, à son tour, donne C, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous prenez un élément radioactif naturel, donc l'élément radioactif naturel X, Y, le Y, Z, et ainsi de suite. Donc, c'est une réaction successive. Nous allons traiter, nous traiterons à titre d'exemple le cas de deux réactions successives se produisant dans les conditions définies ci-après. Donc, A nous donne B, donc A, c'est la première réaction, et B nous donne C, donc l'indice 2, c'est la deuxième réaction. À T égale à 0, donc la quantité initiale de A, c'est petit a, donc c'est la concentration initiale, et la concentration de B et C, donc sont nulles. Donc la constante de vitesse K1 pour la réaction 1 et K2 pour la réaction 2. Donc 1 et 2, ça veut dire c'est première et deuxième réaction. Et l'ordre, on va prendre ordre 1 pour les deux réactions. Donc les deux réactions A vers B et B vers C, les deux réactions sont des réactions d'ordre 1. Donc si on exprime la vitesse V en fonction de la première réaction, donc V, ça sera égal à quoi? Moins d de A sur dt. Pourquoi moins d de A sur dt? Puisque A, c'est un réactif. Donc, ça sera égal à K1 fois A puissance 1, puisque A, c'est un réactif, et puissance 1, puisque la réaction est d'ordre 1. Maintenant, si on exprime par rapport à B, donc B, c'est un produit, et en même temps, c'est un réactif. Donc, V est égal à d de B sur dt. Donc, ça sera égal à quoi? Donc, la vitesse, c'est la quantité qui a été formée moins la quantité qui va disparaître, puisque à un certain moment T, on va voir quoi? Il y a une quantité de B qui sera formée, donc les G amènent A, et il va y avoir une quantité de B qui va se transformer en C. Donc D de B sur dt, ça sera égal à K1 fois A, c'est la quantité formée, moins K2 fois B, c'est la quantité qui a disparu. Et on peut exprimer aussi en fonction de C, donc d de C sur dt, ça sera égal à K2 fois B puissance 1. Donc ici, donc, on a exprimé donc, les vitesses en fonction de A, de B et de C. Les systèmes, donc le système de trois équations 1, 2 et 3, aux trois inconnus A, B et C, peut être résolu comme suit. Donc, pour résoudre le problème, donc, il faut déterminer donc, la concentration de A à partir de l'équation 1. On a l'équation 2 et on va trouver l'expression de la concentration de B. Qui l'expression de la concentration de B, on la troisième équation pour trouver donc, la valeur de la concentration de C. Donc, à la fin, de en faisant les calculs, on va trouver donc ces résultats. Donc, je ne vais pas faire de développement. Donc, je reprends. Donc, pour trouver la concentration de A, de B et de C, donc vous avez ici donc un système de trois équations avec trois inconnus A, B et C. Donc, vous allez prendre la première équation, la concentration de A, donc l'expression de la concentration de A. Déjà, je finis comment dire la méthode Lula. La première méthode, donc, ça a été vu donc dans la réaction d'ordre 1, comment on trouve que la quantité restante est égale à la quantité initiale exponentielle moins K fois T. Puis vous allez donc remplacer donc A par son expression et vous allez déterminer donc la concentration de B à partir de la deuxième équation. Et la troisième méthode, donc troisièmement, vous allez remplacer la concentration de B trouvée précédemment et vous allez trouver donc l'expression de C. Troisièmement, influence de la température sur la vitesse de réaction. Donc, on va voir l'énergie d'activation.
L'expérience montre que les constantes de vitesse varient avec la température d'une manière analogue aux constantes d'équilibre. Donc, qui manage dans les constantes d'équilibre, que ce soit KP, KC, KX, KN, اللي شفتوهم في الشابتر les équilibres chimiques avec Madame Kahliya. KE, KA et KB dans les acides et les bases. Donc, les constantes de vitesse varient en fonction de la température comme de la même manière que les constantes d'équilibre. L'équation d'Arrhenius, elle va relier linéairement le logarithme de la constante de vitesse à l'inverse de la température absolue. Donc, logarithme de K est égal à A sur T plus B. Donc, c'est l'expression de la variation de la constante de vitesse avec l'inverse de la température. A et B, ici, ce sont des constantes caractéristiques d'une réaction donnée. Donc, ce ne sont pas des réactifs ou bien des produits, donc ce sont des constantes. On va voir l'énergie d'activation en remplaçant dans l'isocorde de Ventov par son expression en fonction des constantes de vitesse, des réactions directes et inverses. Donc, ici, donc, on va prendre la réaction, une réaction qui peut se dérouler dans les sens inverses. 1, le sens direct, et 2, le sens inverse. Kc, ça sera égal à K1 sur K2. Donc, 1, c'est le sens direct, 2, c'est le sens inverse. Donc, Kc, la constante de vitesse relative aux concentrations, donc, ça sera égal à K1 sur K2. En remplaçant dans donc, la loi de Ventov, qui exprime la variation de delta H ou bien delta U en fonction, donc ici, l'isocorde, c'est delta U. Donc, en fonction de la température, on obtient d de logarithme népérien de K1 sur dt moins d de logarithme népérien de K2 sur dt, donc égal à delta U sur RT au carré. En considérant l'effet thermique d'une réaction comme la différence, donc on va considérer que l'effet thermique de la réaction delta U ou bien delta H, si on prend l'isobar, ça représente quoi? Ça représente la différence entre deux grandeurs énergétiques. من هو؟ عابط. ايه عندك حسان حنحي بطاط يقولوا لي يا اخي ما وضحوا هو واحد بركة أصفر تقول كروكوديل. عندك في تحت Donc, au moment, c'est bon, vous m'entendez. Donc, en développant, on a donc, ça a été réglé, c'est bon. Donc, en développant, donc on a trouvé, donc en remplaçant delta U par la différence E1 étoile moins E2 étoile, on a retrouvé les formules d'Arrhenius, donc qui relient donc les constantes de vitesse en fonction de l'inverse de la température. Quel est le rôle de l'énergie d'activation? Donc, E1 étoile et E2 étoile sont appelés énergie d'activation. Un grand nombre de transformations chimiques ne peuvent se réaliser qu'à la suite de collisions intermoléculaires. Le calcul montre que, cependant,
que les seules collisions efficaces s'opèrent entre molécules actives, c'est-à-dire entre molécules possédant une énergie dépassant l'énergie moyenne de l'ensemble des molécules. C'est cet excédent d'énergie qui s'exprime les énergies d'activation E1 étoile et E2 étoile. Donc, je vais expliquer ça par le schéma. Donc, 1, c'est les réactifs. Donc, 1 ici, donc c'est les réactifs. 2, c'est les produits. Donc, en passant de réactifs à produits, donc, cette différence d'énergie représente soit le delta U, soit le delta H. Donc, ça dépend si vous avez l'isocore ou bien l'isobare. Donc, pour passer de réactif à produit, donc, la collision entre les molécules ne peuvent se réaliser si on augmente l'énergie de ces composés. Donc, ça veut dire qu'il faut activer. Donc, ici, dans ce niveau-là, vous avez donc les molécules de réactifs sont activées. Donc, il va y avoir une collision. Et cette différence d'énergie-là, ça représente le E1 étoile. Donc, E1 étoile, c'est l'énergie d'activation des réactifs. Donc, on active les composés de départ. On arrive à ce moment-là, puis on passe on arrive au produit. Et si on prend la réaction dans le sens inverse, donc vous avez les réactifs. Donc, pour les activer, pour arriver au niveau K, donc, il faut donner une autre énergie d'activation E2 étoile. Donc, E2 étoile, c'est l'énergie nécessaire pour activer les produits pour arriver donc au réactif. Donc, c'est-à-dire le sens inverse. Si la réaction de synthèse, passage de l'état 1 à l'état 2 est exothermique, donc dans ce cas-là, vous allez avoir delta H supérieur ou bien delta U supérieur ou bien inférieur à 0. Donc, si la réaction de synthèse, passage de l'état 1 à l'état 2 est exothermique, l'énergie globale des produits est plus basse que celle des réactifs. Donc, ici, vous avez une réaction exothermique. Donc, c'est une réaction exothermique puisque les produits ont une énergie inférieure à l'énergie de réactif. Donc, si la réaction de synthèse est exothermique, l'énergie globale des produits est plus basse que celle des réactifs. Ainsi, après réaction, le système se trouve dans un état énergétique plus bas. La différence entre les niveaux d'énergie 1 et 2 est égale à l'effet thermique de la réaction. Donc, cette quantité-là représente l'énergie, donc la chaleur de la réaction, delta U ou bien delta H. Et le niveau K détermine la quantité d'énergie minimale que les molécules doivent posséder pour leur collision, se traduisent en réaction chimique. La différence entre le niveau K et le niveau 1, donc, ça représente l'énergie d'activation dans le sens 1 et l'autre sens, c'est le sens 2. Donc, je vais parler rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, rapidement sur la catalyse. Donc, la catalyse est le troisième facteur de la vitesse de réaction après les concentrations et la température. Un catalyseur, c'est quoi? C'est une substance qui, par sa présence dans le milieu réactionnel, donc lorsqu'on ajoute un catalyseur, on va modifier la vitesse. Soit on augmente, soit on va diminuer la vitesse. Sans modifier l'état d'équilibre. Ça veut dire qu'on ne va pas modifier donc les produits. On ne va pas obtenir une autre réaction. Donc, un catalyseur est une substance qui, par sa présence dans le milieu réactionnel, va modifier la vitesse et va de la réaction sans modifier l'état d'équilibre. Donc, on va arriver au même état d'équilibre, soit en augmentant le temps, soit en diminuant le temps, soit en augmentant la vitesse, soit en diminuant la vitesse. Et on retrouve à la fin donc notre catalyseur. Donc, on va l'obtenir. Il ne va pas rentrer dans le mélange réactionnel. Il agit de la même façon sur les deux vitesses dans les deux sens de la réaction. La catalyse peut faire croître la vitesse. Donc, dans ce cas-là, on parle d'effet promoteur. Donc, l'effet promoteur, c'est lorsqu'on ajoute un catalyseur et on va augmenter la vitesse. Par exemple, vous avez une réaction. Le temps de la réaction nécessaire, c'est 3 heures. Donc, en mettant un catalyseur, on peut réduire le temps nécessaire de la réaction, par exemple, de 3 heures jusqu'à 15 minutes, par exemple.
ou bien on peut diminuer le temps. Donc, c'est l'effet inhibiteur. Par exemple, si la réaction elle va se dérouler en quelques secondes, en mettant un catalyseur, on va augmenter donc le temps de la réaction de quelques secondes, par exemple, à quelques minutes. La catalyse, elle est dite homogène lorsque le catalyseur plutôt, lorsque le catalyseur et le milieu réactionnel sont dans une même phase. La catalyse, elle est hétérogène lorsque le catalyseur et le milieu réagissant ne sont pas dans la même phase. Il faut bien que la réaction ait lieu à la frontière des deux, donc à la surface du catalyseur. On coincé par conséquent que le phénomène dépend non seulement de la nature chimique du catalyseur, mais encore de son état de surface, de son état de division et des propriétés physiques telles que la conductivité qui peuvent jouer un rôle dans la rétention des molécules du milieu réagissant sur le catalyseur. Les catalyseurs généralement les plus utilisés ce sont des acides, donc quelques gouttes d'acide ou bien quelques gouttes de base, ou bien des ions des métaux de transition, donc les ions du bloc D, ainsi que leurs complexes, ou bien même des catalyseurs biologiques. Par exemple, on utilise des enzymes. Lorsque deux ou bien trois ou bien plusieurs processus chimiques sont possibles, le catalyseur peut en favoriser. Donc, ça veut dire que si on ajoute un catalyseur, on peut modifier la vitesse en augmentant ou bien en modifiant la vitesse, ou bien on peut favoriser donc un processus par rapport à d'autres. C'est la spécificité du catalyseur. Donc, je reprends quand deux ou bien trois processus chimiques sont possibles, le catalyseur peut en favoriser un seulement et donc orienter la réaction. C'est la spécificité du catalyseur. Le catalyseur peut agir en modifiant soit le chemin réactionnel, donc il peut remplacer donc quoi? Il peut remplacer le chemin réactionnel qui nécessite une grande énergie d'activation par un chemin réactionnel avec une énergie d'activation faible. C'est-à-dire, il peut aussi donc modifier l'ordre de la réaction. Donc, un exemple simple. Donc, A plus B, on obtient C plus D, c'est une étape lente, donc c'est une réaction lente. En ajoutant donc X, donc le catalyseur X, donc X, donc le catalyseur va adhérer sur la surface de A. Et à la fin, donc, il va être rejeté dans le milieu réactionnaire. Donc, avec ce point, je vais m'arrêter. Donc, il me reste la séance prochaine, faire TD, donc pour mieux comprendre la cinétique chimique. Et je vais programmer aussi donc 2 séances concernant les exercices ligadons natales thermodynamiques et les acides et les bases. Si vous avez 5 minutes, si vous avez des questions. Je vais m'arrêter puisqu'il y a un cours de chimie organique juste après. Donc, si vous avez quelques questions. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine concernant les 3 séances de TD donc, qui vont être programmées. Donc, à la semaine prochaine.